Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 205 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre qui va enfin nous permettre d'en apprendre plus sur le pouvoir de Yuki. Un pouvoir qui semble assez gênant pour Kenjaku. Alors bien entendu, on va explorer les pouvoirs de l'exorciste de classe S, mais on va également aborder la stratégie que pourrait avoir Kenjaku et celle de Yuki et de Tengen, celle que nous allons voir en fin de chapitre et qui concerne l'extension de territoire de l'antagoniste. Alors, le chapitre 205 reprend là où nous avait laissé le précédent, à savoir avec Yuki qui entre en scène beaucoup plus tôt que prévu. Oui, elle devait attendre que Kenjaku ait en son territoire. Une entrée en scène qui va permettre à Chojo d'aller se retirer après avoir mené un combat assez acharné, laissant ainsi la place à l'exorciste de classe S. Et personnellement, je dois vous avouer que ce passage, en tout cas ce combat entre Yuki et Kenjaku, eh bien je l'attendais depuis un petit moment. Alors, bien entendu, c'est parce que je souhaitais connaître enfin les capacités de Yuki, qui est exorciste de classe S, et donc c'est bien pour une raison, mais également c'était pour pouvoir voir l'extension de territoire de Kenjaku, et je dois avouer que dans ce chapitre, eh bien on est gâté. Alors pour ne pas aller trop vite en besogne, on va d'abord se concentrer sur la première partie de ce chapitre qui va aborder le pouvoir de Yuki. Alors, comme j'ai pu vous le dire un peu plus tôt, le pouvoir de Yuki était quelque chose d'inconnu dans Jujutsu Kaisen, tellement inconnu que même Kenjaku ne le connaissait pas. Alors ici dans ce passage, il nous est quand même précisé que son pouvoir semblait être assez mystérieux car il n'était pas consigné au sein du QG, information qui à l'origine aurait dû se trouver dans les archives étant donné le niveau de l'exorciste. Ici, on pourrait croire qu'il s'agit d'un manque d'informations étant donné que la jeune femme a passé très peu de temps au lycée de Tokyo se consacrant exclusivement à sa mission, celle qui était d'éradiquer la création des fléaux. Cependant, elle a bien obtenu le grade S et c'est bien pour une raison. De ce fait, bien que l'information ne nous est pas donnée dans ce chapitre, il pourrait s'agir d'un secret bien gardé par le QG, un secret qui serait lié à son passé de plasma stellaire. Bref, quoi qu'il en soit, ce secret sera peut-être révélé dans quelques temps dans Jujutsu Kaisen, mais en attendant, on va enchaîner avec le chapitre. Ici, il nous est donc précisé que Kenjaku est allé consulter le QG pour pouvoir avoir l'information, mais que ce dernier n'a pas réussi à la trouver. De ce fait, cela va expliquer sa position défensive au début du combat, sa position défensive, ou plutôt devrais-je dire sa volonté de vouloir la combattre à distance. Et pour ce faire, l'antagoniste va utiliser le fléau qu'on a pu voir quelques chapitres auparavant, le même fléau qu'il avait utilisé contre les forces spéciales américaines, tout simplement pour pouvoir démontrer sa puissance. Et contre toute attente, eh bien, ça va pas se passer comme prévu. En effet, c'est très rapidement que Yuki va nous montrer une partie de sa puissance, et cette dernière réside sur l'appropriation des propriétés de la masse. Alors dit comme ça, c'est un mot assez savant, mais on va très rapidement comprendre. Dans le chapitre, on peut voir l'exorciste utiliser son familier au nom de Garuda comme un véritable ballon de football, le projetant avec un coup de pied qui lui permettra d'éliminer le fléau de Kenjaku avec une simple attaque. Et oui, là on comprend que c'est réellement du sérieux. Puis quelques instants après cette attaque, c'est avec un coup de poing qu'elle enverra valser Kenjaku, l'expulsant complètement hors de la barrière, et puis par la même occasion lui provoquant une fracture au bras. Alors ici on comprend que sa faculté est très puissante, mais on va se plonger un peu plus dans l'explication de sa technique. Alors, comme j'ai pu le dire un peu plus tard, il s'agit de maîtriser les propriétés de la masse. En soi, cela signifie que Yuki peut modifier sa masse ou celle de son familier afin de pouvoir porter des attaques très puissantes. Ainsi, ceci est une partie de l'explication, mais sa technique ne s'arrête pas là. En effet, comme va le préciser Kenjaku, s'il s'agissait simplement de la modification de la masse, eh bien Yuki ne serait pas en mesure de se déplacer si rapidement, mais également, elle aurait peut-être du mal à projeter son familier comme elle l'a fait. De ce fait, l'explication qui nous est donnée, c'est que lorsqu'elle modifie sa masse, eh bien cette dernière n'est pas soumise à cette règle. En effet, pour faire simple, cette dernière ne subit pas le poids engendré par cette modification de masse. De ce fait, Yuki peut se déplacer assez librement, et c'est seulement ses ennemis ou son entourage qui subit les effets de sa technique, quelque chose qui lui permet véritablement de gagner en puissance. Ainsi, cela explique pourquoi Kenjaku a voltigé de cette manière-là et qu'il a même explosé la barrière de Tengen, quelque chose qui viendra faire comprendre à l'antagoniste la puissance de l'exorciste. Ainsi, sa technique appelée Bumbaye, qui semble être une référence à un combat de Mohamed Ali, ou encore appelée la colère de l'étoile, est la technique de l'exorciste qui lui permet de prendre l'avantage en ce début de combat, une technique assez redoutable qui poussera Kenjaku à revoir ses plans, ou devrais-je dire plutôt à les confirmer. Bref, quoi qu'il en soit, voici les explications qui nous sont données à ce stade sur la technique de Yuki, et en ce qui concerne la suite de ce chapitre, eh bien je vous propose de l'aborder dans la deuxième partie, une partie qui sera consacrée à la stratégie de Kenjaku et à celle de Tengen et de Yuki. Face au sort de Yuki et aux propriétés qu'il lui confère, Kenjaku va rapidement déduire que l'utilisation de fléaux qu'il a pu accumuler lors de l'incident de Shibuya est quelque chose qui ne sera pas efficace face à la jeune femme. Ici, on comprend donc que l'antagoniste ne souhaite plus réellement faire appel au pouvoir de Geto. Et en partant de ce principe, eh bien la réflexion de l'exorciste de classe S va seulement se limiter à deux techniques connues de Kenjaku. En effet, Yuki va analyser la situation et va réussir à identifier l'un des sorts de l'antagoniste. Et ce sort, eh bien il s'agit du sort de pesanteur.
un sort de pesanteur que Kenjaku a pu utiliser lors de sa bataille contre Chozo, sort qui lui a permis de parer une de ses attaques. Et ici, je dois avouer que sa réflexion, elle est assez logique. En effet, si on ne prend pas en compte l'utilisation des fléaux, les seules techniques que nous avons pu voir de l'antagoniste, c'est ceux qui sont utilisés par le sort Uzumaki. Et parmi ces dernières, on connaît l'altération absolue, sort qui était utilisé autrefois par Mahito. Et bien que je dois vous l'accorder, ce sort est assez redoutable, nous n'avons pas vu l'antagoniste l'utiliser une nouvelle fois. Ainsi, c'est partant de ce principe que Yuki va comprendre que l'ensemble des sorts qui sont utilisés grâce à Uzumaki sont à utilisation unique. Si ce dernier pouvait utiliser les sorts extraits par Uzumaki à volonté, il les aurait sûrement utilisés pour pouvoir contrer les assauts de ses adversaires. C'est donc par ce biais que Yuki va comprendre que le seul sort que Kenjaku a utilisé, le seul sort qui lui est propre, c'est celui de pesanteur, étant donné qu'il n'utiliserait pas un sort unique juste pour pouvoir parer une attaque. Ainsi, c'est dans un véritable parallèle de pensée que les deux adversaires vont comprendre, ou en tout cas essayer de déduire le fait qu'il reste peut-être un sort assez puissant à chaque personne, et c'est d'ailleurs ce qui va pousser Kenjaku à étendre son territoire. Alors ici, cette extension de territoire, on peut voir que c'est quelque chose d'assez surprenant pour Yuki. En effet, en partant du principe qu'il reste un sort assez puissant à Kenjaku, cette dernière s'attendait encore une fois à affronter l'antagoniste, affrontement qui lui aurait permis de l'affaiblir avant que ce dernier étende son territoire, et qui par la même occasion aurait permis de l'affaiblir. Cependant, comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt, la réflexion de Kenjaku sera tout autre et peuvent nous rappeler les paroles de Gojo lors de son affrontement contre Jogo. En effet, lors de son affrontement contre Jogo, l'exorciste de classe S avait expliqué à Yuji que la manière la plus efficace de se défendre contre un territoire, c'était d'étendre le sien. Cependant, il y avait une condition. Pour pouvoir se défendre efficacement, il fallait que le territoire étendu soit plus puissant que celui de son adversaire. Ici, je vous l'accorde, Yuki n'a pas étendu son territoire, mais la réflexion est plus ou moins la même. En effet, Kenjaku va indiquer que les seules personnes qui hésitent à étendre leur territoire, c'est ceux qui n'ont pas confiance en leurs facultés. Et quelque part, ça rejoint la stratégie que Yuki, Chojo et Tengen avaient mis en place, mais sauf qu'elle arrive bien plus tôt. En effet, c'est à la vision de l'extension de territoire de Kenjaku que Yuki va comprendre qu'il arrive peut-être bien trop vite. De ce fait, c'est en la prenant de court que cette dernière va avoir recours à une stratégie qui implique Tengen. Et je dois avouer que cette information, on ne l'avait pas. En effet, ce qui nous avait été donné dans les précédents chapitres, c'est que Chozo devait faire en sorte que Kenjaku étende son territoire. Une extension si contrée lui aurait valu d'être assez limité dans l'utilisation de ses sorts juste après. Cependant, avec ce chapitre, on comprend qu'il manque une partie à ce plan. Ici, bien entendu, on peut voir que ce dernier implique Tengen et cela peut nous poser des questions. En effet, quel serait le rôle de Tengen dans ce combat ? Alors ici, encore une fois, nous n'avons pas de réponse explicite, mais on peut comprendre que cela est lié à sa faculté de contrôler les barrières. En effet, si je devais théoriser sur cette partie, j'aurais peut-être deux pistes à vous proposer. La première, c'est que Tengen, grâce à ses facultés liées aux barrières, puisse contrôler ou en tout cas canaliser le territoire de Kenjaku dans un petit espace. La seconde rejoindrait un petit peu les paroles de Gojo. En effet, étant expert dans le domaine, on peut peut-être imaginer que Tengen parviendrait à annihiler l'extension de territoire de Kenjaku, un sorte de rideau qui serait bien plus puissant que son extension de territoire, ce qui rendrait la tentative de Kenjaku complètement inutile. Mais bref, encore une fois, ce sont juste des pistes de réflexion que j'ai à vous proposer et nous aurons sûrement plus d'informations dans le prochain chapitre. Maintenant, avant de terminer cette review, qu'est-ce que pourrait être l'extension de territoire de Kenjaku ? Alors ici, si on se base sur les éléments qu'on a pu avoir dans les précédents chapitres, les extensions de territoire sont souvent liées à la technique de son utilisateur. En effet, si on reprend le cas de Noaya, son extension de territoire était pas mal basée sur sa technique de découpage des 24 images en 1 seconde. Et ici, avec les informations que nous avons sur Kenjaku, on peut émettre deux hypothèses, voire trois. La première, c'est qu'elle serait basée sur son pouvoir de pesanteur. Ici, son extension de territoire lui permettrait peut-être de contrôler la pesanteur tout autour de lui, et ceci serait peut-être un moyen efficace de pouvoir contrer le pouvoir de Yuki, un pouvoir qui serait plutôt lié à la masse. En effet, ici, c'est une question de physique. La seconde, c'est qu'elle serait liée à son pouvoir de changement de corps. Alors ici, je préfère vous le dire, c'est la théorie que je priorise le moins. En effet, parce que je ne comprendrais pas pourquoi Kenjaku utilise son territoire si c'est pour changer de corps, alors que clairement, pour pouvoir accomplir son objectif, il a besoin de celui de Geto. Et enfin, je vous ai peut-être parlé d'une éventuelle troisième hypothèse, cette dernière serait liée au pouvoir que nous ne connaissons pas. Mais bref, quoi qu'il en soit, va falloir attendre la semaine prochaine pour pouvoir avoir les réponses à nos questions, ou en tout cas une partie des réponses à nos questions. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis sur le chapitre. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite pause sur les chapitres Jujutsu Kaisen, mais Tokyo Revenger étant terminé, j'aurai plus de temps pour pouvoir me consacrer aux reviews des chapitres. Comme à chaque review, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus. Bref, quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. En attendant, comme d'habitude, je vous dis de bien vous porter, et puis je vous dis à très bientôt.